Dans une première vidéo, nous avons vu comment d'étape en étape, le mouvement flamand était parvenu à faire de la Flandre une nation. Cette réalité compromet la survie même de la Belgique, car la vocation naturelle d'une nation est de devenir un État. L'étape actuelle consiste à introduire un système confédéral qui réduirait le pouvoir central belge à la portion congrue. Il ne conserverait plus que 3 ou 4 missions et qui ferait des États flamands et wallons les axes majeurs, ceux-ci co-gérant Bruxelles pour les matières dites personnalisables. Il s'agirait, on l'aura compris, de l'avant-dernière étape avant l'indépendance, l'antichambre du séparatisme en quelque sorte. Car il ne faut pas être grand clerc pour comprendre que la Flandre aurait tôt fait de considérer l'échelon central belge comme totalement superflu. Il convient de rappeler ici que le projet confédéral, qui fut le thème central de la dernière campagne électorale de la NVA, a été lancé dans les années 90 par le Parti démocrate chrétien flamand, le CVP, actuel CD&V. En 2007, Wouter Beek, alors président de ce parti, déclarait d'ailleurs au journal québécois Le Devoir: « Nous voulons une véritable confédération où chacun pourra agir comme il l'entend. Si les francophones n'acceptent pas de lâcher du lest, nous n'aurons pas d'autre choix que l'indépendance. » La NVA est sortie première du scrutin législatif du 9 juin dernier et c'est son leader, Bart de Wever, qui a été désigné par le roi pour tenter de mettre sur pied une nouvelle coalition gouvernementale. Reste à savoir comment se dérouleront les négociations lorsque le volet institutionnel sera abordé, car du côté francophone, on se dit opposé à tout dépeçage massif de l'État. En attendant, l'hypothèse d'une disparition de la Belgique doit être prise très au sérieux. Comme l'écrivait Xavier Maby, le président du CRISP, le Centre de recherche et d'information sociopolitique, la Flandre, ou du moins une majorité parmi les personnes et les institutions qui en assurent l'expression, pourrait décider de son autodétermination. Elle ne déciderait pas pour autant du même coup du destin de la Wallonie ni de celui de Bruxelles. Ne perdons pas de vue qu'aujourd'hui les deux formations indépendantistes flamandes, la NVA et le Vlaams Belang, détiennent chacune 31 membres sur les 124 que compte le Parlement flamand. La question que nous allons aborder à présent est de savoir quel pourrait être le destin de la Wallonie et de Bruxelles si elles se retrouvaient larguées. La scission de la Belgique ne pourrait se faire que sur base des frontières administratives internes qui délimitent les 3 régions officiellement reconnues par la Constitution, c'est-à-dire la Flandre, la Wallonie et Bruxelles. Si la Flandre ne tente pas d'incorporer de force Bruxelles, car on connaît évidemment les velléités qui existent à cet égard, elle n'aurait aucune difficulté à se faire reconnaître sur le plan international. Et sa prospérité économique serait garantie. Sa dette, en effet, aujourd'hui, représente environ
58% de son produit intérieur brut. En revanche, pour une Wallonie qui se retrouverait livrée à elle-même, les choses se présenteraient de manière très sombre. Sa dette en effet est abyssale et pourrait, selon le Conseil économique, social et environnemental de la Wallonie, atteindre 280% à l'horizon 2030. Les efforts à consentir seraient donc d'une telle ampleur qu'il en résulterait un bain de sang social. Jules Gazon, professeur d'économie à l'université de Liège, évoquait même un climat insurrectionnel. Pour le dire clairement, une Wallonie indépendante ne pourrait pas tenir le coup. D'aucuns, tel Paul Magnette, le président du PS, envisagent la possibilité d'une Belgique résiduelle composée de la Wallonie et de Bruxelles. C'est le fameux Wallobrux. Lors des négociations en 2019, il aurait même demandé à Bart de Wever, si vous partez, laissez-nous, francophones, poursuivre sous l'appellation Belgique. Mais cette option apparaît comme une chimère dès l'instant où une majorité de Bruxellois, cela va de 68% à 73,9% selon les enquêtes, disent préférer l'autonomie en cas de disparition du pays. Cette Belgique seconde serait en outre caractérisée par l'absence d'unité, de continuité géographique. Bruxelles étant enclavée, comme on le sait, en territoire flamand, qui serait alors un territoire étranger. De quoi rallumer le feu en ex-Yougoslavie, car si Wallons et Bruxellois peuvent constituer un État de la sorte, pourquoi la Serbie ne ferait-elle pas de même avec la République serbe de Bosnie? Autre problème, comment fixer le poids respectif de la Wallonie et de Bruxelles dans ce nouvel attelage? Opterait-on pour le principe de l'égalité, Wallonie égale Bruxelles, ou pour celui de la proportionnalité, Wallonie géographiquement plus importante que Bruxelles? Dès aujourd'hui déjà, les choses ne sont pas simples à cet égard. Enfin, on voit mal comment la communauté internationale pourrait accorder une personnalité juridique identique à cette nouvelle Belgique qui, privée de la Flandre, offrirait un visage substantiellement différent de l'État précédent. La solution pour Bruxelles serait sans doute un statut de ville-État à vocation internationale. Pour la Wallonie reste la réunion à la France que nous allons maintenant aborder. Les arguments les plus souvent invoqués pour réfuter ou pour mettre en doute cette option sont les Wallons y perdraient leur âme, trop de mandats politiques sont en jeu, la majorité des Wallons n'y sont pas favorables, la France elle-même est dans une situation budgétaire périlleuse, pourquoi s'encombrerait-elle d'une Wallonie qui se trouve dans le 36e dessous? Qu'aurait-elle à gagner dans cette opération? Prenons les deux premiers arguments. La Wallonie y perdrait son âme et trop de mandats politiques sont en jeu. Pour Jacques Lenain, haut fonctionnaire français aujourd'hui retraité, les Wallons ne doivent pas se présenter nus devant Marianne pour revêtir l'uniforme français. Il existe en effet une formule qui aurait le mérite de préserver dans ses grandes lignes l'héritage juridique belge et d'offrir à la Wallonie un statut particulier qui sauvegarderait ses acquis. Cette formule, Jacques Lenain la baptise « intégration-autonomie ».
elle prend pleinement en compte le fait que l'État français n'est plus un État jacobin, centralisé, autoritaire, uniforme. La Constitution française de la Ve République, largement amendée depuis 1958, font en effet les bases d'une large décentralisation, et de fait, la France n'est plus aujourd'hui un État monolithique dont les territoires seraient exclusivement gouvernés par des fonctionnaires galonnés aux ordres du pouvoir central à Paris, comme tant de commentateurs mal intentionnés essayent de le faire croire aux Wallons. La Constitution française autorise par son article 72 des statuts particuliers pour certains de ces territoires. En métropole, seule présentement la Corse bénéficie d'un tel statut, avec aussi, mais une portée moindre, la région d'Île-de-France. En outre, la Constitution prévoit explicitement une différenciation des statuts des collectivités territoriales d'outre-mer, pour tenir compte des spécificités de chacune, avec la possibilité de larges transferts de compétences de l'État. Dès lors, une très grande variété de statuts est possible, qui vont du droit commun aménagé à de véritables statuts d'autonomie. Il est donc évident que la République française a les aptitudes nécessaires à proposer un statut propre et adéquat pour la Wallonie. Non seulement son ordre juridique le permet, mais l'état d'esprit de ses milieux dirigeants comme de sa population le rend possible. Dès lors que le statut d'autonomie actuel de la Wallonie n'est en rien incompatible avec le cadre politique français, il pourrait être aisément repris tel quel. Mieux encore, les compétences d'une Wallonie française pourraient être élargies à celles exercées aujourd'hui par la communauté française de Belgique, laquelle aurait de facto cessé d'exister. Cela est tout à fait réalisable, comme l'a confirmé à Jacques Lenain le constitutionnaliste français Didier Mauss. Il écrit « Il serait parfaitement possible de créer un titre spécial de la Wallonie qui contiendrait une mini-constitution sur mesure pour cette région. Il en découle que sur le fondement de cette mini-constitution, il serait parfaitement réalisable de conserver en l'état, au moins pour l'essentiel et pour une durée à déterminer, le droit belge du travail, celui de la sécurité sociale et certains droits connexes, dépend du droit fiscal, le droit des affaires, du commerce, etc. La région wallonne conserverait les compétences qui sont aujourd'hui les siennes, y compris le système éducatif. Ce qui ne serait pas une difficulté de faire de la sorte, puisqu'il en est déjà ainsi, même si c'est avec moins d'ampleur, dans certains territoires français qui, selon les cas, disposent d'une sécurité sociale propre, la Polynésie, la Calédonie, d'un droit du travail propre, même s'il est largement copié sur celui de la métropole, de nombre de dispositifs fiscaux particuliers et d'autres régimes spéciaux dans divers domaines en Corse comme en Outre-mer. Disons immédiatement que nous ne sommes qu'à 300 km de Paris. Concrètement, cela signifie que la législation et les institutions wallonnes pourraient être intégralement conservées. Les compétences actuelles de la région wallonne seraient donc maintenues et même augmentées, nous venons de le voir, par celles de la défunte communauté française. Ce serait notamment le cas pour l'enseignement. Pour ce qui est de l'enseignement précisément,
il restera de cadre juridique inchangé au jour J de l'intégration. Mais rien n'empêche que des convergences puissent advenir ultérieurement. Si par exemple une demande wallonne s'exprimait pour un régime de baccalauréat, elle pourrait se concrétiser via un double changement législatif, donc en droit wallon obligatoirement et en droit commun français si nécessaire. En fait, ce raisonnement logico-juridique vaudrait pour l'ensemble des matières de compétences wallonnes. Le statut des élus wallons présent. Donc, nous avons vu un des arguments, c'est trop de mandats en jeu. Le statut des élus wallons, ainsi que les règles électorales, resteront intactes. Rien n'exclut cependant que des négociations ultérieures avec Paris, dans une logique de donnant-donnant, puissent intervenir. Point capital pour la Wallonie, son financement est garanti, puisque l'État français reprend à son compte les transferts actuels en provenance de Flandre, c'est-à-dire les quelques 7 milliards d'euros par an. Pour ce qui est du droit fédéral, l'ex-droit fédéral belge et les institutions fédérales belges qui seraient coupées en deux avec la partition du pays, eh bien, il releverait de la compétence de l'État français. Une partie sera abandonnée le jour J, exemple la diplomatie, les armées, le droit de la nationalité et de l'immigration, et une autre le sera plus tard, pensons par exemple aux institutions et procédures judiciaires. Mais tout le reste est conservé pour une durée indéterminée, notamment le droit et les institutions de la sécurité sociale, sauf bien sûr négociation dans une logique de donnant-donnant ou de simple convergence souhaitée de part et d'autre. Prenons par exemple le cas de la justice, car on sait évidemment que en Belgique, on est un peu plus avancé qu'en France concernant les sujets éthiques. Eh bien, pour la justice, l'essentiel pourra être conservé, sauf évidemment contradiction pénale. Certains problèmes seront soumis au fil de l'eau au Conseil constitutionnel par la voie de la question préjudicielle de constitutionnalité s'ils n'ont pas été traités en amont lors de l'adoption du cadre d'intégration de la Wallonie. Ce cadre devra préciser, si besoin, en quoi il déroge au cadre constitutionnel de droit commun ou aux principes généraux du droit français. La situation des ex-corps fédéraux sera envisagée secteur par secteur, mais l'intégration dans les corps homologues français devrait se faire sans licenciement, avec indemnité compensatoire si nécessaire comme c'est la règle, et obligation éventuelle de mobilité géographique ou fonctionnelle. Les élus nationaux belges deviendront des élus nationaux français et relèveront complètement du droit français, en ce compris les règles électorales. Mais pas de quoi s'inquiéter à cet égard. La France compte 925 élus nationaux, donc sénateurs et députés compris, pour 67 millions d'habitants. Les 11 collectivités d'outre-mer sont très surreprésentées. Pour les 3,6 millions de Wallons, a calculé Jacques Lenain, cela donnerait 5%, soit 40 à 45 élus nationaux. Certes, il y a ce projet d'Emmanuel Macron visant à réduire de 20% l'effectif
des élus nationaux, mais cela resterait néanmoins très correct. Voyons à présent l'argument selon lequel la majorité des Wallons ne sont pas favorables à l'option réunioniste. Il me faut tout de même rappeler ici le Congrès national wallon d'octobre 1945 à Liège. La collaboration à laquelle avait pris part le mouvement flamand durant la Seconde Guerre mondiale ainsi que le comportement du roi Léopold III avait causé une vive frustration du côté wallon et il avait été convenu de se concerter dès la libération de façon à concevoir l'avenir de la Belgique. Un premier vote, celui du cœur, donna une majorité relative au rattachement de la Wallonie à la France. Quant au vote dit de la raison, il se prononça en faveur d'une réforme de type fédéral. Ce congrès fit évidemment grand bruit à l'étranger et l'on sait de sources sûres que le général de Gaulle avait été à deux doigts d'intervenir, mais son ministre des Affaires étrangères, Georges Bidault, l'en dissuada, soulignant les problèmes auxquels il serait confronté avec certains partenaires. Toujours est-il que dans un entretien avec son ministre Alain Peyrefitte en 1967, de Gaulle déclare « Il aurait suffi que je claque les doigts pour que la Wallonie demande son rattachement à la France. » Les détracteurs de l'option rattachiste ne manquent évidemment pas de souligner que le parti Rassemblement Wallonie-France, qui avait été créé par Paul-Henri Gendebien en 1999 et qui a cessé d'exister en 2014, n'est jamais parvenu à franchir la barre des 2%. Mais à cet égard, François Perrin a une explication. J'ai tenté, dit-il en vain, de dissuader Gendebien de créer un parti entrant dans la compétition électorale. Ne pouvant avoir aucun programme, par définition, il était voué à l'échec et devait fatalement atteindre le but opposé à l'objectif poursuivi, c'est-à-dire démontrer par déduction arithmétique que 99% des Wallons n'envisageaient pas le rattachement de leur région à la France. Tout ceci, ajoute François Perrin, était et reste absurde, car dans l'opinion qui vote pour les partis traditionnels pour des raisons diverses, en principe en raison de leur programme social, économique, fiscal, etc., il y a des électeurs qui doutent de la pérennité de la Belgique et qui envisageraient favorablement l'objectif final du rattachement à la France. En effet, les résultats d'un sondage organisé conjointement par La Voix du Nord et le journal Le Soir en juillet 2008 ont révélé qu'en cas de disparition du royaume, 49% des Wallons se tourneraient vers la France. Une option acceptée par 60% des Français. Et selon une autre enquête IFOP France Soir, le taux français était même de 75% dans les régions transfrontalières. Il n'est pas sans intérêt, je pense, de comparer ici la Wallonie avec ce qu'ont vécu les Savoyards et les Niçois. Durant plus d'un millénaire, les Savoyards et les Niçois se montrèrent d'une totale loyauté à l'égard de la maison royale de Savoie, malgré la grande proximité linguistique et culturelle avec la France. Ils faisaient partie du royaume du Piémont lorsque, à la suite de la Révolution française, celui-ci fut militairement conquis et annexé à la France. Cette annexion dura une vingtaine d'années, puisque, après l'effondrement de l'Empire napoléonien, la France fut contrainte de revenir à ses frontières de 1792. En 1860, les
Savoyards et les Niçois choisirent de quitter le royaume du Piémont et la maison royale de Savoie parce que la voie italienne adoptée par celle-ci leur était devenue étrangère et que l'indépendance ne leur paraissait pas crédible. Donc on était à ce moment-là en Italie vers l'unification du territoire. Les régions qui composent la Wallonie furent quant à elles ballottées au fil des siècles d'un régime étranger à un autre, tout en se plaçant dès le XIIIe siècle dans la sphère intellectuelle de Paris. Elles aussi se virent imposer durant près de 20 ans le régime étatique français. Alors comment concrètement se déroula l'intégration de la Savoie et de Nice à la France? Il n'y avait aucun consensus au départ. La période 1858-1860 se caractérisa par l'indécision, par l'hésitation des élites et des populations concernées. L'État français sut les séduire en leur garantissant les conditions d'intégration appropriées. Les populations savoyardes et niçoises furent ensuite invitées par référendum à se prononcer séparément, c'était une première en Europe, pour valider le transfert pacifique d'un territoire d'un État à un autre. Validation obtenue à 99%. On le voit entre la Savoie et Nice d'une part et la Wallonie d'autre part, nombre de similitudes s'imposent, tant dans les situations héritées du passé que dans les évolutions subies. Alors, de même que l'État français fut hier le nouvel État apte à accueillir les Savoyards et les Niçois devenus des étrangers au sein de l'État-nation italien en devenir, il peut être demain celui dont auront besoin les Wallons lorsque l'émergence d'un État-nation flamand aura entraîné la désintégration du royaume de Belgique. Sans doute faudra-t-il attendre qu'il se retrouve mis devant le fait accompli pour que les Wallons réalisent pleinement le sérieux de la situation et adaptent leur comportement en fonction du contexte socio-économique auquel ils seront alors confrontés. Un élément doit ici retenir notre attention. Si la Wallonie rejoint la France, la question de son appartenance à l'Union européenne est automatiquement réglée. Par ailleurs, c'est la France qui sera amenée à négocier au nom de la Wallonie les modalités pratiques de la scission belge, comme l'épineux partage de la dette publique. Voyons enfin l'argument selon lequel la France elle-même, dans une situation budgétaire périlleuse, n'aurait rien à gagner en intégrant la Wallonie. Tel n'est pas l'avis de Jacques Attali, l'ancien conseiller du président François Mitterrand. Le prix à payer pour la France serait finalement plus faible que ce que cela lui rapporterait, a-t-il écrit sur son blog en 2008. Accroître son territoire et sa démographie de manière pacifique serait loin d'être négligeable pour la France. Cela lui permettrait en effet de réduire son différentiel avec l'Allemagne. Pour ce qui est de l'impact financier, Jules Gazon, économiste à l'Université de Liège, avait apporté la précision suivante. Le PIB de la France, augmenté de la Wallonie, serait égal à 24 fois le PIB wallon. L'amplitude des efforts en termes de déficit public et de dette publique par rapport au PIB serait divisée par 24, elle serait marginale. De son côté, Jacques Le Nain précise que la reprise par la France des transferts financiers flamands de quelques 7 milliards d'euros par an
coûterait moins cher que la suppression de la taxe d'habitation qui a été décidée par Emmanuel Macron. Il devrait cependant être admis que cet effort pérenne de solidarité nationale pour la Wallonie impliquerait l'engagement des responsables wallons sur des réformes de fond susceptibles d'aboutir à une diminution progressive ou à tout le moins à une stabilisation des moyens financiers en cours. Pour autant, cette exigence d'efficacité devrait satisfaire les Wallons qui attendent plus de performance de leurs institutions. Et cette exigence ne remettrait jamais en cause l'existence même des services publics et des prises en charge sociales en Wallonie, ainsi que leur équivalence en niveau avec les services publics et prestations homologues assurées pour la France tout entière. Le changement de cap en Wallonie pris depuis les élections régionales du 9 juin dernier devrait d'ailleurs permettre, je pense, d'aller dans le bon sens. Il faut aussi souligner que la Wallonie occupe une position géographique stratégique importante. Ses ressources naturelles, ses voies navigables ainsi que ses infrastructures autoroutières, ferroviaires et aéroportuaires constituent des atouts importants. Sans oublier la richesse de sa production culturelle et artistique, ses entreprises de pointe, sa main-d'œuvre qualifiée, ses chercheurs, ses universités et hautes écoles. Le problème en fait de la Wallonie, c'est, comme l'a fait remarquer Robert Deschamps, professeur d'économie aux facultés universitaires de Namur, c'est d'avoir vécu au-dessus de ses moyens et en dessous de ses capacités. Comme le général de Gaulle l'avait confié en 1967 à Alain Peyrefitte, les Wallons retrouveraient au sein de la France la fierté d'appartenir à une grande nation, la fierté de leur langue et de leur culture, le goût de participer aux grandes affaires du monde et de se battre pour les grandes causes humaines. Et Jacques Attali d'ajouter, c'est un beau débat qu'il commence.